Mes chers camarades, bien le bonjour. Petit château de la Loire à 1 heure au sud d'Orléans, le château du Moulin est un témoin architectural du passage entre deux époques. Le Moyen-Âge d'un côté, avec ses châteaux forts conçus pour défendre et abriter, et la Renaissance de l'autre, avec ses demeures seigneuriales, symboles de pouvoir. Surnommé Perle de la Sologne, son style unique a survécu à l'épreuve du temps et nous raconte une histoire passionnante. J'ai hâte d'écouter ça. L'histoire de ce château unique commence au XVe siècle. Mais avant de parler du château en lui-même, attardons-nous sur son propriétaire. Philippe du Moulin, capitaine de l'armée et seigneur, est un compagnon de jeunesse du roi Charles VIII. En 1494, la première guerre d'Italie commence. À la mort du roi de Naples René d'Anjou et conformément à son testament, Charles VIII décide de faire valoir ses droits sur la ville de Naples et rentre en campagne. C'est le prélude des guerres d'Italie qui dureront plus d'un demi-siècle. Le 4 juillet 1495, lors de la bataille de Fornoux, Philippe du Moulin sauve la vie du roi en lui offrant son cheval. Cette bravoure montrée au combat le rapproche du souverain et lui vaut d'être fait chevalier le jour même. Par la suite, sa relation avec le roi demeure excellente et lui permet de monter encore l'échelle sociale. Il devient gouverneur de la ville de Langres, capitaine de Blaye, chambellan de la chambre du roi et se marie avec une riche héritière, Charlotte d'Argouges. Attends, j'ai pas tout compris là. C'est-à-dire? C'est quoi un chambellan? Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est un chambellan, eh bien en fait c'est tout simple, c'est un gentilhomme de la cour qui est chargé du service de la chambre du roi. D'accord, c'est beaucoup plus clair, merci. De rien. Comme il en est de coutume à cette époque, Philippe du Moulin souhaite se faire construire un château et fait appel au maître maçon à la cour, Jacques de Persigny. Il lui demande de construire une demeure au cœur de la forêt de Sologne pour appuyer son rang social et faire rayonner sa puissance. Les travaux, basés sur les plans du donjon de Vincennes, commencent en 1480 et se poursuivront pendant près de 20 ans jusqu'en 1502. Philippe du Moulin reçoit l'autorisation de fortifier son château par le comte d'Angoulême. Plus que l'aspect pratique de ses travaux, peu utile en cette période dans la région, c'est le symbole qui lui importe. Avec ses héritages des constructions du Moyen-Âge, comme les tours, donjons, créneaux, machicoulis, arbalétrières, barbacanes et autres atouts défensifs comme les douves, la bâtisse prend l'aspect d'un château puissant et solide. Ça en fait des mots à retenir. Chut! Quoi? Au fur et à mesure du temps, le château du Moulin est transmis aux descendants de Philippe du Moulin, jusqu'à Edmond et Edwige Chenu de Thuey, où la lignée s'arrête au début du XXe siècle. Mais la famille ne manquera pas d'aménager les lieux. Effectivement, au XVIe et XVIIe siècle, le château subit quelques modifications. Les fenêtres sont modifiées, certaines tours rehaussées et les murailles sont enlevées. Autrefois, la cour était fermée, entourée de hauts murs d'enceinte et de tours à chacun de leurs coins. Blotti au creux d'une luxuriante forêt de Sologne, c'est un bel exemple de l'art franco-italien qui s'offre à nous. Le château et sa cour sont comme une île, flottant au milieu des larges douves bleutées. Les briques roses orangées au motif de losange noir qui le composent cassent l'aspect militaire de la construction et la part de couleur surmontée par des toits gris d'ardoise. Ça c'est un beau mur, hein. Il me laisse pas de marbre. Mais non, c'est de la brique. Ah ouais. Le pont-levis a été remplacé par un pont dormant. Et l'entrée peut se faire par le portail imposant ou par la poterne, petite porte plus discrète juste à sa gauche. Gardée ici pour rappeler la construction d'une entrée de château fort, elle aurait pu servir pendant les assauts à faire entrer les villageois venus chercher refuge sans ouvrir le portail plus difficile à manœuvrer, ce qui aurait permis à l'ennemi de s'y engouffrer. Un châtelet garde l'entrée entouré de machicoulis et meurtrières, délicate mais menaçante. Au-dessus de cette entrée, on peut apercevoir un campanile, petite tour surmontant le toit et destinée à abriter une cloche. À l'intérieur de ce bâtiment se trouvent les cuisines,
voûté sur un pilier central et dont la rôtissoire était un peu particulière. En effet, sur la droite de cette cuisine, eh bien, on trouvait cette roue dans laquelle courait un petit chien, ce qui entraînait la broche pour faire rôtir les viandes. Ah non, mais moi, j'ai rien dit, hein. Mais on l'a un peu tous pensé. La deuxième partie du château, le logis, abrite l'habitation, les lieux de vie et les chambres. La vie religieuse étant partie prenante du quotidien à cette époque, une chapelle en saillie est en communication directe avec le grand salon. Sur cette façade, on voit particulièrement bien les fenêtres à meneaux, ces traverses en pierre qui divisent les carreaux et les ornements variés. Juste avant les autres châteaux de la Loire, et à plus petite échelle, c'est déjà un bijou d'architecture unique qui vaut le détour. C'est sûrement pour cela qu'il a été classé monument historique en 1927. Le lieu a été habité jusqu'en 2010 et il est aujourd'hui ouvert à la visite et entièrement meublé avec du mobilier d'époque. Dans les années 60, l'extérieur a même servi de décor pour la série télévisée Thierry Lafronde. Moi, j'adore Thierry Lafronde. Tan, 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 tan. Au début du XXe siècle, le château, qui était resté entre les mains de la descendance de Philippe du Moulin, est acheté par la famille Marchéville. C'est également à ce moment que son jardin est redessiné par le docteur Carvalho. Ses 3 allées entourées de plates-bandes et de pommiers en cordon mènent au carré potager. Ces carrés sont de plus en plus petits, une technique et illusion d'optique survécue du XVIIIe siècle pour allonger les lignes et donner l'impression d'un jardin plus vaste, jouant ainsi avec la perspective. On peut également y apercevoir un vieux puits ainsi que les ruines d'une deuxième chapelle, mais aussi la tour et les murs qui gardaient l'entrée nord. Les jardins, cours de ferme au XIXe siècle, étaient anciennement bordés et protégés par de larges fossés dont on peut apercevoir les traces. La partie ouest de la Sologne abrite non seulement de très beaux bâtiments, mais est aussi une région viticole productrice de légumes, d'iris, de tulipes et de muguets, mais aussi de baies, comme par exemple la framboise et la fraise. Aujourd'hui, on peut d'ailleurs y trouver le conservatoire de la fraise, créé dans les années 2000 à l'initiative des propriétaires des lieux. Cet endroit permet de découvrir près de 44 variétés de fraises cultivées dans le potager du château, à la fois anciennes et récentes. Le château du Moulin est en effet bien situé, la région Centre-Val de Loire est une importante productrice de ces délicieux fruits. Pas moins de 4000 tonnes de fraises sont récoltées ici chaque année, dans un simple rayon de 10 à 12 km. À travers un musée retraçant son histoire et ses utilisations, vous pourrez découvrir tous les secrets de ce fruit désormais incontournable. Vous pourrez notamment découvrir la fraise blanche du Chili, découverte sous le règne de Louis XIV par l'officier de marine Amédée François Fraisier et qui a fait la renommée de la ville de Plougastel. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans le Loir-et-Cher. Salut!